Et de Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, je ne sais d'où. Je suis vraiment désolé parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu entrer dans cette salle. J'en vois qui sont assis dans les allées et d'autres qui sont dehors. Alors je commence par les saluer. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est aussi une pensée pour vous. Les premiers seront les derniers. Les premiers seront les derniers. J'ai gardé un très bon souvenir de Béziers, parce que l'année dernière, j'avais été invité par Robert à venir pour parler de mon roman historique sur Jeanne d'Arc. Et on avait passé une très très bonne soirée. Et puis ça m'avait donné l'occasion de visiter la ville que j'avais connue en son temps avec mon ami Jean-François Corbière et Marie-Laure, que je salue chaleureusement, et le responsable du mouvement pour la France, toujours fidèle et d'une très grande loyauté. Alors j'ai aimé cette ville et je me suis dit quand même, ils ont de la chance. Il fait toujours beau. C'est vraiment le réchauffement climatique pour nous les Vendéens. Il n'y a qu'une chose quand même, vous me permettrez, sur le vin vendéen est quand même très supérieur. Et puis ça m'a donné l'occasion de parler avec Robert Ménard, que je connais depuis longtemps dans une autre vie, et que j'apprécie depuis très longtemps. Je répéterai devant vous ce que j'ai dit tout à l'heure à la conférence de presse. Moi j'ai une sympathie instinctive pour cet homme. En plus, il a une très belle femme. Et cette sympathie instinctive, d'où elle vient? Elle vient de deux choses qui sont admirables en ces temps où la politique est devenue un cloaque, une piscine sanguinolente où les caïmans mangent les crocodiles. Premièrement, il a le goût et le sens du bien commun. Tout pour sa vie, tout pour Béziers. Il pleure de joie lorsqu'il y a une grande nouvelle pour Béziers. Et deuxièmement, il aime les gens. Et la politique, c'est pas simplement aimer la France, pour la sauver la France, mais c'est aimer les gens, aimer les Français. Si on n'aime pas les Français, on n'aime pas la France. Et les aimer même quand c'est difficile. C'est Robert Ménard. Et donc Robert m'a dit l'année dernière, après Jeanne d'Arc, tu fais quoi? Donc j'ai fait le roman historique de Charette, le roman de Saint-Louis, donc l'esprit de résistance, Charette, l'esprit de tempérance, Saint-Louis, l'esprit de sacrifice, Jeanne d'Arc, et il m'a dit, tu fais quoi? Je lui ai dit, Sarkozy. Il m'a dit, c'est pas possible. Bon. Alors, et à l'époque, je ne savais pas que j'allais écrire un nouveau livre, et que ce livre serait un succès de librairie immédiat, comme vous pouvez le constater les uns et les autres. Je vous dis tout de suite que, après, quand j'aurai fini de parler, je me tiendrai à votre disposition sur cette table pour signer les livres. Et on a prévu de signer jusqu'à 4 heures du matin. Ouais. Donc merci à Robert de m'avoir invité, et merci à vous de me faire l'honneur d'être là si nombreux. Je pense aux gens qui sont debout, j'espère qu'ils vont tenir le choc. Voilà. Chers amis, ce livre dont je vais vous parler, que j'ai écrit avec une plume de feu, est un livre d'entrailles. Ce n'est pas un livre de convention. Ce n'est pas un livre de calcul. Ce n'est pas un livre de carrière. Ce n'est pas
le récit d'un voyeur qui dessinerait des portraits au vitriol pour un ouvrage croustillant. Non, c'est une pensée. C'est un livre d'alerte, je dirais même d'alarme. Attention, la France est peut-être en train de mourir, submergée de l'extérieur, effondrée de l'intérieur. Attention, ceux-là même qui avaient pour mission, pour haute mission de protéger les trésors de la France, sont ceux-là même qui les ont bradés. Ce n'est pas un livre de désespérance, c'est au contraire un livre sur l'espérance française. Une boussole. À force de rencontrer des jeunes gens, chez moi, au Puy du Fou, qui me disaient « On voudrait comprendre, on ne comprend rien. On comprend qu'on glisse à l'abîme, mais pourquoi ?» Je me suis dit « Je vais écrire pour eux. » Une mise en perspective. Une sorte de zamizdat pour la génération montante des dissidents. Le fil rouge qui brûle la trame de la civilisation française. Comment en est-on arrivé là? Et si je parle de zamizdat, un mot un peu barbare, c'est parce que ce mot est de mon ami Alexandre Solzhenitsyn. Lorsqu'il est venu en Vendée en 1993, lorsque je suis allé le voir chez lui en 1996, puis juste avant sa mort, il m'a dit « Vous devriez, Philippe, écrire un zamizdat ». Un zamizdat, c'est une analyse critique du totalitarisme que les refusniks mettaient sous la pèlerine pour les cacher et qui passaient à la jeunesse russe. Souvent, le zamizdat les conduisait au goulag, à la mort, à la prison, mais le zamizdat a triomphé, le mur de Berlin est tombé, le rideau de fer s'est affaissé. Alors j'ai voulu écrire, oui, un zamizdat pour les futurs dissidents. Au cours d'une conversation sur la plaine immémoriale de Tambov, que cette idée m'est venue. Tambov, c'est là que les paysans koulaks se sont révoltés contre l'armée rouge. C'est là que l'ordre a été donné par les commissaires politiques des soviets de mettre le feu avec une arme chimique à toutes les forêts. Et c'est là que nous marchions tous les deux sur cette terre noire anthracite en attente de fécondité. À un moment donné, il me dit « Regardez ces souches bourgeonnantes, il y a des jeunes pousses chez nous en Russie. La Russie se retrouvera, elle est vivante. Mais vous, l'Europe, vous allez vivre des heures difficiles, vous allez souffrir. Parce que vous vivez une éclipse de l'intelligence. Le gouffre est profond. Vous êtes malade. Vous avez la maladie du vide. Votre système occidental va vers son état ultime d'épuisement spirituel. Juridisme sans âme, humanitarisme formel, abolition de la vie intérieure. Mais un jour, Philippe, un jour viendra où le gouffre s'ouvrira à la lumière. Des petites lucioles vacillantes sortiront de la grande catacombe, portées par des dissidents. Il s'arrête à nouveau, me fixe du regard et ajoute cette phrase prophétique qui pour moi est une recommandation de toute une vie d'un prophète du XXIe siècle. Aujourd'hui, dit-il, les dissidents sont à l'est, ils vont passer à l'ouest. C'est à l'intention de ces dissidents, mot russe s'il en est, c'est à l'intention de ces esprits réfractaires qui naissent et se lèvent,
sans qu'on les aperçoive encore, que j'ai écrit ce livre, ce Vademecum, ce petit guide de sortie vers la lumière. Pourquoi ai-je écrit ce livre à cet instant? Parce que ce qui était inaudible quand j'étais dans la vie publique est devenu aujourd'hui assourdissant. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Aujourd'hui, tout s'aggrave et tout se dénoue. Et puis il y a une deuxième raison. J'ai été un homme politique, je ne le suis plus. Ma parole est libre. Elle ne peut pas être suspectée. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de calcul. Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, il y a une différence entre la politique et la métapolitique. La métapolitique est à la politique ce que la métaphysique est à la physique. On va à la cause, on va aux valeurs fondatrices. C'est étrange de voir que tous ces intellectuels qui vont sur la place publique, les Finkielkraut, les Onfray, les Zemmour et beaucoup d'autres, sont attendus, guettés, sollicités, plébiscités. C'est étrange de voir que quand une chaîne de télévision, je les salue ce soir respectueusement, en particulier Canal+, avec une petite pensée pour votre nouveau patron, M. Vincent Bolloré. Dans le temps, ils appelaient Juppé, Fillon, Sarkozy, Hollande, on s'arrête là, quand ils voulaient faire de l'audience. Et moi, quand ils voulaient remplir leur quota pour le CSA. Et maintenant, c'est l'inverse. On me demande de venir, on me supplie de venir pour faire monter l'audience. On fait venir Onfray, on fait venir Finkielkraut, etc. En d'autres termes, la métapolitique, elle est plébiscitée, la politique, elle est suspectée. Et donc, je me suis dit, si je fais ce livre, peut-être qu'il va être lu. Vu que je ne suis plus homme politique. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas bien ou qui m'ont oublié, vu que je suis un fantôme, parce que je suis parti il y a plus de 6 ans. Je suis entré en politique par effraction, je l'écris dans les premières lignes de mon livre, et j'en suis sorti avec le dégoût. Je suis entré en politique par effraction. Je suis fils d'un Lorrain, d'un père lorrain, officier français, compagnon de Delade, et d'une mère catalane. Et donc en réalité, tout le monde croit que je suis vendéen. Je ne suis pas vendéen par le droit du sang, je suis vendéen par le droit du sol, je suis une sorte de petit beurre vendéen. Et quand j'ai passé mon bac, mon père m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je dis, je vais faire un hymne. Il me dit, c'est quoi un hymne? C'est pas un métier. Un hymne à la Vendée. Mais pourquoi un hymne à la Vendée? Parce que je veux remercier la Vendée pour une enfance heureuse, remercier mon père, remercier ma mère. Je vais payer ma dette en nature, en lumière. La aînée du Puy du Fou. Et aussi parce que je voudrais réparer une injustice faite à la Vendée dans l'histoire de la France. 300 000 morts, livrés aux ardeurs des corbeaux, brandissant un scapulaire et qui n'ont jamais eu de sépulture officielle. Moi, je vais leur faire une sépulture officielle. Et mon père, malin, me dit, alors fais des études. On est dans un pays de gérontocratie et de diplôme. Fais des études. Ok, papa, je fais Sciences Po, je fais l'ENA. Je suis entré à l'ENA, dans la fabrique fameuse des poulets de batterie hors sol. On m'a dit, comme aux autres, tu seras ingénieur social, tu auras pour vocation de remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses, la cité sans racines et sans frontières, la fin de l'histoire, la fin des religions, la fin des idées, la fin de la politique,
ce qu'on nous enseigne là. J'en ai réchappé parce que j'ai fait l'ENA buissonnière. L'ENA, c'est un aminoir sémantique, vous rentrez avec 3000 mots, vous sortez avec 30 mots. Mais regardez donc, réfléchissez un instant, regardez les deux siamois, Juppé, Fabius, deux crânes d'œufs qui se ressemblent. Ils ont été démoulés le même jour. Et donc... Oh putain. Et après l'ENA, je suis devenu sous-préfet. Je suis parti le 10 mai 1981, quand Mitterrand est arrivé. Un jour à Florence, on marchait tous les deux, il m'a dit: dites-moi, monsieur de Villiers, quand je suis arrivé, vous avez vu le drapeau de la sous-préfecture de Vendôme en berne? Oui, monsieur le président. Pardon, monsieur le président. Non, 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 vous savez, pour moi, la rancune n'est pas une politique. Et là, il me dit: vous savez, je suis content de marcher avec vous que ça. Il dit: pourquoi? Parce que je vous aime bien. Ah, ça c'est un paradoxe, monsieur le président. Pourquoi? Parce que vous me rappelez moi quand j'étais jeune, j'étais de droite. Et donc, en 1986, j'avais fait le Puy du Fou, j'avais fait Albert FM, etc. J'étais un entrepreneur créateur. J'avais quitté l'administration. Il n'y avait pas de ventrale et pas de dorsale avec moi. J'avais quitté l'administration, je remboursais ma dette à l'ENA. Quand on est haut fonctionnaire et qu'on n'a pas 10 ans de fonction publique, il faut rembourser. Je remboursais. Donc je n'étais pas en disponibilité hors cadre, etc., comme ils font tous. Mais... Et là, Chirac m'appelle et il me dit: voilà, secrétaire d'État à la culture. Donc j'ai compris que j'allais flanquer Léotard. Et je me suis dit très vite, j'ai compris très vite que j'allais devenir l'ombre portée d'un ministre qui était lui-même une ombre, l'ombre de Jack Lang. Je suis parti. Et après, la Vendée m'a rattrapé en disant: un gars qui a fait un hymne comme le Puy du Fou, on le veut. Je suis devenu gouverneur territorial. J'ai créé le Vendée Globe, etc. J'ai voulu faire de la Vendée un département moderne, créatif. Et puis, j'étais lanceur d'alerte sur le plan national, avec des fortunes diverses. Je n'ai jamais aimé la politique, je l'ai toujours détestée. Tous les matins, je me disais: aujourd'hui encore, je vais boire un bol de crapaud. Mais pour moi, la politique, c'était un service. C'était la politique sacrificielle, au sens de Saint-Louis. On n'est pas là pour faire carrière. C'est terrible de voir l'hédonisme politicien remplacer l'idée de service. La politique n'est pas un statut. Il faut savoir partir. Quand on a rendu service et quand le service est accompli, il faut savoir surtout se sacrifier. Tout sacrifier. Quand le pays le juge nécessaire. Se sacrifier et non pas se servir. Alors j'ai jugé à un moment donné qu'il fallait partir. Je suis parti avec le dégoût parce que j'ai croisé la trahison. J'étais inondé de boules puantes, vous savez sans doute. Et j'ai croisé le mensonge. La trahison, vous savez, en politique, la trahison est le prolongement naturel de l'amitié. Et j'ai croisé le mensonge. Et à force de croiser le mensonge, on finit par se sentir contaminé. On a l'âme blessée. Le mensonge, c'est quand ils vous disent: je ferai tout pour vous, alors qu'ils font tout pour eux. Le mensonge, c'est quand ils vous disent: je vous promets de faire ceci demain. C'est un mensonge, pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. Ils l'ont redistribué, le pouvoir. Un bout à Washington, un bout à Bruxelles, un bout à Francfort, un bout à Genève. Ils n'ont plus que le calendrier scolaire et la retraite des anciens combattants, mais il n'y a plus d'anciens combattants, ou presque plus. Et quand on n'a plus le pouvoir et qu'on fait croire qu'on a le pouvoir, c'est le plus grand de tous les mensonges. Regardez-les. Ce
sont des cul-de-jatte et des manchots qui vous font croire qu'ils vont gagner la médaille olympique au trapèze aux 100 mètres. Évidemment qu'il ne faut pas les croire. Ils n'ont plus le pouvoir. Hollande, c'est René Coty avec... Attendez avant d'applaudir Hollande. Hollande, c'est René Coty avec un pot de chrysanthème dans les bras qui va chez Patrick Sébastien au plus grand cabaret du monde, et du pot en fait sort un bouquet d'étoiles, et de toutes les étoiles sort la 51e étoile du drapeau américain, c'est l'Europe. Celui qui m'a beaucoup appris, le plus appris, qui m'a appris à dénuder le fil rouge qui court dans la trame de la décivilisation française, c'est le camarade auquel je veux rendre hommage en votre présence et en présence de Canal+, Cohn-Bendit. En effet, nous nous sommes côtoyés, nous nous sommes croisés, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes beaucoup parlé au Parlement européen. Il était au centre du Parlement, normal puisqu'il en était le centre de gravité. Et le matin, souvent, il venait vers moi à la buvette, je lisais l'Équipe, le seul journal sérieux pour un homme politique, et je lisais la page du foot. Il venait par-dessus mon épaule, il était là, il arrivait les bras ballants, hirsute, rigolard, coiffé à la matraque. L'air fatigué du gars qui a dépavé toute la nuit. Et il me disait souvent, un gars comme toi qui aime le foot ne peut pas être tout à fait mauvais. On n'aimait pas tout à fait le même foot. Moi, j'aimais le foot enraciné, du temps où les joueurs étaient de chez eux. Et lui, il aimait le foot déraciné, et ça ne le dérangeait pas que le foot se fasse à coups de millions. Il disait, mais tu te rends compte, Manchester United, il n'y a pas un Anglais quand même. Il me dit, c'est l'arrêt Bosman qui permet d'avoir des joueurs du monde entier. Il me dit, moi j'incarne l'arrêt Bosman. Donc on n'était pas d'accord sur le foot. L'argent du foot, ça ne le dérangeait pas. Alors un jour, je lui dis, mais finalement, Danny, t'es un bourgeois? Il me dit oui. T'as bien changé? Non. Alors il m'a expliqué. Tu te trompes sur mai 68. Mai 68 n'a pas été une révolution prolétarienne. Ce fut une révolution bourgeoise, une révolution du capitalisme. L'émergence du boboïsme. Le bobo est un hybride qui hérite de l'Amérique, un nouveau modèle économique et sociétal, le libéral libertaire, le no limit des libertaires et le no frontières des libéraux. Ah oui, c'est incroyable cette histoire. Libéral, libertaire, bobo, d'accord. Allons plus loin. Qui est derrière tout ça? Et il me répond, les grandes firmes multinationales américaines. Souvenez-vous de la révolte de Berkeley. Et les grandes firmes, en fait, multinationales, qui veulent élargir leur marché, qui veulent créer de nouvelles clientèles, donc en Europe, notamment, qui veulent créer de nouveaux appétits, qui veulent créer ce qu'ils ont appelé le marché du désir. Et c'est là qu'intervient le no limit qui vient au secours du no frontière, parce que les experts en marketing de ces grandes entreprises expliquent qu'il y a un obstacle au développement de ces nouveaux marchés. C'est le pater familias et le matriarcat. Parce que la mère poule, elle ne veut pas trop dépenser, et que le bon père de famille au sens du code civil, il fait attention à ses économies. Et là, Apple découvre
que les homosexuels achètent 2 fois plus d'ordinateurs que les couples hétérosexuels. Double income, no kid. Double revenu, pas d'enfants. Et donc, il est essentiel pour les grandes firmes multinationales d'imposer dans le monde entier le mariage homosexuel pour permettre de transformer les citoyens en consommateurs individuels, compulsifs, post-névrotiques, désinhibés. Ou même l'angoisse peut être recyclée dans le supermarché. Voilà d'où est venue cette idée du no limite et du no frontière. C'est parfaitement incarné par M. Pierre Berger, cette nouvelle sommité spirituelle du monde contemporain, quand il dit « Je ne vois pas la différence entre louer son ventre pour faire un enfant, ou louer ses bras dans une usine. » Voilà, on est dans le non-frontière, nos limites. Le non-frontière, c'est les grandes entreprises multinationales qui sont devenues anationales. Ce ne sont plus des patrons, ce sont des managers. Et ces managers, en fait, veulent un marché planétaire de masse depuis les années 70. Il est donc essentiel d'abattre les frontières, d'abattre les États, d'abattre les souverainetés, d'abattre les nations. D'où le réchauffement climatique, etc., etc. Parce que sauver la planète, c'est pas... On ne veut pas sauver l'arbre du voisin, on ne veut pas sauver son voisin, on sauve la planète pour avoir une gouvernance mondiale. Le mot gouvernance mondiale est né de gens comme Delors, les banquiers du FMI, l'ONU, etc. Gouvernance mondiale. Il faut faire sauter les États, les nations et les frontières. Parce que s'il y a des frontières, s'il y a des nations, s'il y a le matriarcat, s'il y a le paterfamiliat, s'il y a la famille, alors on ne peut pas pénétrer les marchés aussi facilement. Il faut avoir des êtres individualisés et solitaires, des solidaires solitaires, le nouvel hybride de la société consumériste. Donc c'est l'homo sapiens, Z, au lieu de l'homo sapiens. J'ai vu pendant 30 ans s'organiser la conjonction inouïe de ceux qui, par intérêt, voulaient abattre les frontières, les nations, les États, pour faire le marché planétaire de masse, et de ceux qui, par idéologie, voulaient fabriquer un homme nomade, désaffilié, désinstitué, sans sexe ni patrie, déraciné. C'est cette conjonction-là des deux libéralismes, le libéralisme économique sans frontières et le libéralisme sociétal, c'est cette conjonction formidable qui détruit à petit feu les nations européennes et qui le fait sous clé américaine. En 1992, j'avais conscience de l'événement avec ceux qu'on a appelés les conscrits de Maastricht. Nous étions une poignée de résistants qui refusaient ce qu'on appelait le super-État. 1992, c'est le traité de Maastricht, c'est le référendum sur Maastricht. En face de nous, nous avions des gens qui nous expliquaient, avec un argument séduisant, « Monsieur de Villiers, mais comment vous pouvez être contre le super-État » Et les gens disaient, oui, comment vous pouvez être contre le super-État? Le super-État, c'est un État super. On va faire une super frontière, une super agriculture, une super industrie, une super nation, une super puissance. Les Américains n'ont qu'à bien se tenir. C'était ça, le discours. Et nous, on nous disait, voyez, vous êtes pour le repli, vous voulez la France d'avant, etc. Et nous, on disait, non, mais c'est pas ça. On ne veut pas d'une Europe fédérale. On était empêtrés, en fait. Et c'est bien longtemps après qu'on a compris, que tout le monde a compris, ce que nous, on avait compris déjà par l'intuition, mais on n'osait pas le dire. Qu'en fait, Maastricht, c'était, dans toute l'histoire des peuples européens,
une tentative inouïe d'anéantissement du politique. Il ne s'agissait pas du tout pour Jean Monnet, le salarié de la Banque Lazare, qui est le père de l'Europe, et qui a reçu une feuille de route très précise des Américains quand il est venu voir les démocrates chrétiens européens, Schuman, Gasperi et Adenauer. Il leur a dit, vous aurez les étoiles de la Madone, mais le contenu, c'est moi. L'idée de Jean Monnet, c'était de faire un espace sans frontières, le mot est resté, un espace sans frontières, sans identité, donc pas de racine chrétienne, on ne sait pas d'où on vient, pas de gouvernement, donc la commission, les commissaires, et pas de démocratie. C'était ça l'idée, parce que les peuples, c'est dangereux. D'ailleurs, la preuve, on l'a vu avec la guerre, etc. Et profitant de la culpabilisation des nations européennes, eh bien le schéma s'est imposé. Il ne s'agissait pas pour eux de créer une nation nouvelle qui succéderait aux nations défuntes, les nations anciennes. Il s'agissait d'anéantir les nations anciennes pour ne rien mettre à la place et préparer l'émergence de la gouvernance mondiale des experts et des financiers sous clé américaine. C'était ça le projet européen. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris ça, ou qui douteraient de mon propos, je les renvoie à la lecture du traité transatlantique qui va être signé prochainement et qui prévoit que l'Europe devient une annexe, un marché annexe de l'Amérique. Je dis bien un marché annexe de l'Amérique. Donc cette fois-ci, il n'y a plus aucune nation européenne, il n'y a plus aucune barrière douanière, il n'y a plus d'appellation protégée. Donc, et il y a un tribunal arbitral, tenez-vous bien, un tribunal arbitral devant lequel les sociétés nationales, 80 000, pourront traîner les États et leur faire payer des indemnités. C'est-à-dire que la justice des entreprises multinationales sera soustraite à toutes les puissances publiques. Ça, c'est le traité en préparation. Qui négocie ce traité? La Commission. Que disent les chefs d'État? Rien. Que dit Hollande? Comme d'habitude. Donc voilà exactement où on en est. À partir de 1992, j'ai compris que nous visions deux grandes césures nouvelles qui allaient s'élargir, deux grandes fractures. La première, c'est qu'on est passé, on a changé de régime. On est passé d'un régime démocratique à un régime oligarchique. Les banquiers, les prétoriens, les gnomes de Bruxelles. Mais surtout, s'est installé en France un clivage entre le souverainisme et le mondialisme. Le souverainisme, ceux qui pensent que la France peut encore y arriver, et le mondialisme, ceux qui considèrent que les nations doivent disparaître parce qu'elles ont fait leur temps. Le mondialisme, c'est un système dans lequel ce sont les pauvres des pays riches qui subventionnent les riches des pays pauvres. C'est un système qui prépare la grande sécession des élites. Aujourd'hui, 1% de la planète, les ultra-riches, la superclasse invisible, possèdent 99% des richesses de la planète. Le mondialisme prépare et génère tous les jours, en même temps qu'il l'épanouit, un capitalisme sans entrailles qui dissocie le capital et le travail, ce qui est monstrueux dans toute l'histoire de l'humanité. Et le mondialisme, c'est l'idée, professée par M. Alain Minck, que ceux qui ne sont pas mondialistes sortent du cercle de la raison. Ils ne sont plus considérés comme raisonnables. C'est un peu la dérive vers la psychiatrie telle qu'elle était dessinée en Union soviétique. Et d'ailleurs, M. Delors avait dit, les gens comme vous, en parlant de moi, doivent quitter la politique. C'est la seule fois où il ne s'est pas trompé. Un jour, j'ai dit à Cohn-Bendit,
Mais alors, Dany, t'es content? Dors-tu content? Voltaire et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés? Ce siècle doit te plaire, car tes hommes sont nés. T'es content, Dany? Et il me dit, oui, je suis content. Il dit, t'as des fils spirituels? Il me dit, parle pas comme un curé, s'il te plaît. Non, mais t'as quand même, il y a une suite derrière toi. Oui, j'ai un fils spirituel, puisque tu insistes. Giscard. Moi, je me suis occupé de l'État et lui de la nation. Giscard, voilà comment ça se résume, avortement de masse, immigration de masse, le regroupement familial et l'IVG. J'ai très bien connu Giscard. J'ai très bien connu Giscard. Mais vraiment très bien. Parce que quand j'étais sous-préfet de La Rochelle, mon premier poste, un jour il m'a appelé à l'Élysée. Je suis retrouvé, moi jeune sous-préfet, dans son grand bureau. Donc il y avait le père, le fils et moi, le petit sous-préfet. J'ai cru que vous alliez dire le Saint-Esprit. Et Giscard avait beaucoup entendu parler de moi parce que j'avais défrayé la chronique. En faisant le Puy du Fou, j'avais voulu que dans le scénario du Puy du Fou, il y ait un cracheur de feu. Personne ne voulait faire le cracheur de feu. J'étais allé voir un cracheur à Beaubourg, j'avais appris à cracher le feu. Il m'a dit, vous avez des prédispositions pour un énarque très rare. L'énarque qui crache le feu, il y en a très très peu. Et voilà, et un jour, il y a un journaliste de Vie Publique qui est arrivé, il a pris la photo, et la une de Vie Publique, le sous-préfet cracheur de feu. Et mon préfet, qui s'appelait Maurice Tess, qui était un brave homme par ailleurs, il me convoque dans son bureau, il me dit, vous reconnaissez là le gars qui crache le feu? Je dis oui. Il me dit, vous vous rendez compte? Vous êtes grillé. Et vous allez voir la suite. Incroyable. C'est le détour de la vie. Giscard me fait asseoir. Je vois se poser sur moi l'œil du Colin froid. Je le vois qui mâchonne sa première question comme un barbon chuintant du bec. Ah, monsieur Soupetou, on me dit vous crachez le feu. C'est exact, monsieur le Président. Vous crachez souvent. En général, en fin de semaine. Vous ne craignez pas les retours de flammes? Moins que vous. Voilà. Et il dit, je cherchais un cracheur de feu, en gros, pour mon fils, pour faire élire mon fils député, Henri Giscard d'Estaing, qui est maintenant patron du Club Méditerranée. Oui. Il a changé d'orientation, parce que j'ai échoué dans mon entreprise. Et donc, en fait, en gros, il m'a dit, vous êtes cracheur de feu, vous serez mon tordos. Donc je promenais le fils dans la circonscription et en contrepartie, je pouvais aller au Puy du Fou comme je voulais, tous les week-ends, voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Giscard m'a beaucoup parlé. Et il avait besoin de capteurs. Il m'appelait son capteur. Parce que je lui disais la vérité. Alors comment sont les gens sont contents? Il dit non, pas contents. Et pourtant, je suis en train de réformer. Justement, vous réformez tout, ils ne veulent pas qu'on réforme, ils veulent qu'on garde quand même des choses, quoi. Bon. C'était un Américain, quoi, c'était déjà. Et là-dessus, un jour, il me dit, vous savez, moi, je vais vous dire, Philippe, je veux sortir la France de l'histoire pour la sortir du tragique. Sortir la France de l'histoire pour la sortir du tragique. Donc, en fait, en faire un État des États-Unis d'Europe. Ils se voyaient bien en Jefferson de l'Auvergne. Et un peu plus tard, la conversation m'a marqué. Il m'a dit, la dernière fois que j'ai vu Jean Monnet, j'avais la main sur la poignée de la porte. Et au moment de me dire au revoir, il m'a retenu, il m'a dit, Giscard, vous avez compris l'essentiel. Je lui ai dit, c'est quoi l'essentiel? Vous avez compris que la France ne pourrait plus jamais y arriver toute seule. Ça veut dire la France n'a plus les ressources morales pour assumer son destin.
il faut en faire un protectorat américain. C'était Giscard. Après, j'ai très bien connu son aide de camp, qui était son Premier ministre, Chirac. Encore mieux connu, puisque j'étais stagiaire de l'ENA en Corrèze, et qu'il était Premier ministre et en même temps président du Conseil général de la Corrèze. Donc il venait chaque week-end, et j'étais avec lui tout le temps. Alors il recevait les lettres, il me les donnait, il avait des grandes poches, et hop, ça débordait, il me les donnait, il me dit tu réponds oui, après on verra. Et il y a des moments où on parlait comme ça, seul à seul, et il détestait les idées. Il dit, quand je vois un mec avec conviction de droite, conviction de gauche, je l'envoie à Sainte-Anne. Pour lui, les convictions, c'est psychiatrique. Et donc, l'histoire... Alors, l'histoire, on n'en parle pas. Giscard connaissait l'histoire, mais n'en voulait plus. Chirac, lui, ne la connaissait pas. J'ai raconté parfois, peut-être vous l'avez vu à la télévision, pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais je raconte dans mon livre une histoire invraisemblable. Un soir, on est à l'Élysée. Moi, je suis en bout de table, mais je suis là parce que je remplace Léotard qui est parti courir le marathon de New York. Parce que déjà, à l'époque, il fallait avoir l'air. Et Mitterrand, il y a un petit blanc sonore, donc il dit, pour relancer la conversation, il dit, quelle est votre date européenne préférée? Fondatrice. Thatcher se précipite, donne une date anglaise, évidemment, et dit 1215, la Grande Charte. Ah, très bien. Tout le monde approuve. Et vous, Helmut? Et Helmut Kohl dit, après avoir réfléchi un instant, pour moi, je dirais 1648, les traités de Westphalie, qui fondent la Nouvelle Europe. Et vous, François? Et François regarde les uns les autres, mais on regarde, et puis finalement il dit, bah, moi je dirais quand même 496, le baptême de la France. Et tout le monde se retourne vers Chirac. Chirac est agacé, il ne veut pas répondre. Alors, et vous, monsieur Chirac? Là, il prend son verre de bière et il dit 1664, Cronenbourg. Après, je vais aller le voir, il dit, mais pourquoi vous avez dit ça? Il dit, parce qu'on s'en fout. L'histoire, on s'en fout. Voilà. Donc, en fait, ils ont largué la souveraineté, tous ces braves gens. Les autres ont continué derrière, Sarkozy, Hollande, traité de Lisbonne, etc. Mais le plus grave, c'est qu'en même temps, ils ont dissous l'identité. Je reviens à Solzhenitsyn. Solzhenitsyn m'a dit un autre jour, il dit, vous savez, la Pologne, la Hongrie revivront. Parce que Brejnev a parlé de souveraineté limitée, ces pays-là ont perdu leur souveraineté, mais ces peuples-là ont gardé leur identité. Et donc, quand le mur est tombé, les forces morales, les forces vives ont pu refaire un pays parce qu'ils avaient gardé le fil. Mais vous, la France, vous êtes dans une situation très difficile puisque en même temps, vous avez perdu votre souveraineté et vous allez perdre, si ça continue, votre identité. Les grands prêtres médiatiques auxquels je veux rendre un hommage particulier en présence du Canal+, et en espérant que le message leur parviendra, Alain Minc, Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy, et oh, il y en a qui a applaudi. Attendez la suite. Donc, leur idée, en fait, elle est très simple. La France est une honte. Je vais vous dire pourquoi après. Il faut donc qu'elle change d'identité. La France est une honte. Il suffit de lire l'idéologie française, un livre publié en 1981. Et la petite musique de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, c'est le contraire du roi Midas. Le roi Midas, tout ce qui touchait se transformait en or. Et lui, tout ce qui touche se transforme en plomb. Il dit en gros ceci, je cite de mémoire en substance, il dit la France, dans les expressions les plus intimes de son passé, charrie des vomissures barbares. Comme
ces diables brûlants qui crachent des laves rougeoyantes. Il faut qu'elle s'excuse, il faut qu'elle batte sa coulpe. Ces gens-là et d'autres, la médiacaste, ils pensent tous que la France est une honte, c'est-à-dire une tâche ignominieuse sur les points précieux de la carte métaphysique de la planète. Non seulement ils le pensent, mais ils le disent, et ils le disent à nos enfants, à nos petits-enfants, par l'intermédiaire de l'éducation nationale. La France est interdite de France. C'est le seul pays au monde où on n'a pas le droit d'aimer la France. La France qui a fait la France. Et quand on nous parle de la France, par exemple, à Versailles, où j'étais il y a 3 jours, c'est pour parler du vagin de la reine. C'est-à-dire qu'ils salissent, ils souillent, et ils sont contents, ils sont heureux de souiller la France. Mais, moi je pose une question simple, dans cette ville qui connaît, comme tant d'autres, une immigration croissante, quand on ne donne pas aux jeunes gens à méditer nos larmes, nos drames, nos gloires et nos grandeurs, alors ils s'enfuient pour aller chercher d'autres larmes, d'autres drames, d'autres gloires et d'autres grandeurs. Tous ces laïcards qui ont voulu faire le vide ne se rendent pas compte, ils ont fait le vide et les islamistes remplacent le vide. Ils le comblent, le vide. Ouais. C'est pas la laïcité. La laïcité, c'est un règlement de copropriété. C'est une règle. C'est pas la laïcité qui va remplacer le lien amoureux. Quelqu'un qui veut devenir français, il faut qu'il veuille aimer la France. Encore faut-il qu'il puisse l'aimer. Alors, s'il vient au Puy du Fou, oui, c'est possible. Mais s'il va à l'école de Madame Belkacem, il va pas l'aimer la France, parce qu'on fait tout pour la faire. Ouais.